Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. On vous a préparé une très belle présentation. Je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me passionne personnellement et c'est le sujet de mon travail quotidien. Alors, très heureuse d'être ici pour vous présenter les secrets et les bénéfices d'une expérience employée centrée sur l'humain. Très tôt dans ma carrière en gestion des ressources humaines, j'ai voulu un peu challenger, réinventer la façon dont on faisait les choses. Puis pour moi, l'angle à prendre a toujours été celui qui se recentrait sur l'humain. J'ai toujours eu pour mission de remettre le talent, les humains, leur cœur au centre de l'organisation, de sa stratégie, de nos façons de l'idée. Alors, c'est vraiment ça que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. Alors, je représente Office Vibe, un fabuleux outil qui permet de prendre le pouls de nos gens de façon continue. L'entreprise existe depuis plus de 10 ans maintenant, fondée sous le parapluie Gsoft, qui est une boîte de développement logiciel. Office Vibe, comme je l'ai dit, a vu le jour en 2014. Depuis, tranquillement, on a fait notre fil et notre place dans l'industrie. Plateforme maintenant utilisée par plus de 3000 organisations à travers le monde, évidemment largement populaire au Québec, au Canada, aux États-Unis. Et j'ai le plaisir de contribuer à cette belle mission-là depuis près de 6 ans maintenant. On l'a dit dans l'introduction, je suis experte en ressources humaines, donc c'est mon background professionnel. Et puis, au sein de l'équipe, en fait, beaucoup de mon travail repose sur la recherche. Tant la recherche de ce qui se passe dans le merveilleux monde des RH. Donc, je suis présente à beaucoup de conférences, je lis beaucoup de papiers académiques, mais la majorité de mon temps, je la passe avec nos clients pour vraiment traduire la théorie en pratique, comprendre comment les enjeux qu'on lit dans les journaux, que tous les grands du monde, que ce soit Deloitte et Gallup et tous les autres, nous présentent en théorie, mais comment ça se vit dans la vraie vie des gens. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les priorités au niveau des managers, des équipes RH ou talent et culture? Et c'est ce qui amène beaucoup de bonheur dans mon travail. J'ai le plaisir de faire beaucoup de projets de recherche pour comprendre les enjeux sur le terrain, qu'est-ce qui se passe, comment c'est vécu, comment les équipes sont en train de transformer leur stratégie RH. Alors, c'est vraiment le centre de mon rôle chez Office Vibe. Et puis, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter je vais asseoir beaucoup de ce que je vais discuter aujourd'hui avec vous sur la recherche qu'on a fait. En fait, comme je le disais, on récolte à travers notre plateforme énormément de points de données. C'est incroyable, on a des millions et des millions de réponses à des questions de sondage qui sont présentées aux employés de nos organisations clientes à toutes les semaines. Donc, ça nous met dans une position extrêmement privilégiée pour être capable de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience employée? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de nos gens au travail? Et bien, évidemment, on est tanné d'en parler, mais il faut en parler. Le monde a beaucoup changé depuis cette fameuse pandémie qui ne finit plus de finir. Mais si on retourne à mars 2020, on a tous basculé dans un monde qui est pour beaucoup de personnes passé du mode présentiel où on avait une culture forte, on se ralliait autour d'un bureau, on avait un quotidien ensemble, des connexions très fortes. La culture était très tangible, du jour au lendemain, une gang de personnes qui se retrouvent à travailler à la maison et à s'adapter à un changement énorme. Et je passe même tous les défis personnels qu'on a tous vécus et qu'on a dû gérer dans cette transition-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec cette transition-là? Bien, on a eu un monde du travail complètement en changement. Et au fil du temps, des mois qui passaient, on a observé vraiment un changement au niveau des attentes des employés. C'est tout à fait normal. L'environnement, le contexte change et donc les attentes évoluent dans le même sens. Alors, l'année passée, mon équipe et moi, on s'est réunis autour de toutes les données Office Vibe. Donc, comme je vous dis, à travers la plateforme, je vais en parler de façon plus détaillée au cours de la présentation aujourd'hui. Mais à travers notre engin de sondage Éclair, à chaque semaine, on pose 5 questions à tous les employés qui utilisent notre plateforme. C'est plus de 500 000 personnes, donc, qui répondent à leurs questions Office Vibe à chaque semaine. Ça nous met dans une position privilégiée, qui vient aussi avec des responsabilités, d'utiliser ces données-là, en fait, pour informer les gens. Donc, que ce soit les gestionnaires, les leaders d'entreprise, les équipes RH, et de un peu peindre un portrait de ces nouvelles attentes des employés-là. Alors,
On a extrait toutes ces données-là, on a fait un super beau rapport. Je vais vous donner le lien plus tard à la fin de la présentation pour que vous puissiez aller le lire. Vachement intéressant. Bon, évidemment, j'ai oublié, j'ai participé à son écriture, mais c'est vraiment intéressant pour n'importe quel nerd comme moi qui aime regarder ce genre de données-là, c'est passionnant. Et je vous présente ici quelques statistiques, en fait, qui sont ressorties de notre analyse. Donc, on a regardé vraiment l'évolution par rapport à toutes les données de 2019 à 2021 pour voir ce qui avait changé finalement dans les attentes de nos employés. Alors, quelques statistiques ici. 73 % des employés jugent que leur gestionnaire pourrait avoir des objectifs plus précis. C'est quand même inquiétant. 3 personnes sur 4 jugent que ces objectifs, et puis là, on parle d'objectifs de performance, d'objectifs de développement. Évidemment, on voit un lien très clair avec la croissance personnelle puis le développement de ses compétences ici au travail. C'est quand même surprenant de voir ce gros écart-là. Ensuite, 28 % des gens veulent avoir du feedback plus précis venant de leurs collègues. C'est tout à fait normal, hein? C'est les gens avec qui on fait nos projets au jour le jour. On vit notre réalité quotidienne au travail, puis c'est super important de savoir ou avoir le pouls de nos coéquipiers à savoir, on fait-tu un bon travail ou est-ce qu'on pourrait s'améliorer? Ça a bien marché quand on a fait telle présentation ou est-ce qu'on a rejoint les attentes de nos collègues sur les différents projets sur lesquels on collabore? Ensuite, sans surprise, près d'une personne sur 4 ont remarqué que le travail prend le dessus sur leur vie personnelle. C'est tout à fait normal. Les barrières entre la vie privée, la vie personnelle, toutes nos responsabilités, qu'on ait des enfants ou non, peu importe la dynamique, ces barrières-là sont devenues beaucoup plus floues avec le télétravail. Si vous êtes comme moi, je travaille dans mon salon. Souvent, tous les enfants arrivent de l'école, il y a des interruptions, je suis dans un meeting. C'est tellement facile de dire, je vais continuer encore un petit peu plus, je vais continuer à regarder mes outils de communication, mon courriel un petit peu plus tard, c'est pas grave, le souper va se faire plus tard. Bref, les choses s'étendent et le travail est devenu énormément mélangé avec toutes les autres composantes de la vie. Là, je le dépeins d'une façon négative. Il y a aussi des avantages à cet équilibre-là. Je pense qu'il vient expliquer un peu l'écart entre le 23 % et le 100 %. Pour beaucoup aussi, ça a été un énorme avantage parce que quand on est au bureau, évidemment, il y a un cadre plus rigide. On s'attend à peu près à ce que les gens soient là entre 9 et 5, des visites, des tangibles, mais tout le monde est un peu obligé de faire son travail du lundi au vendredi, de 9 à 5, tous ensemble au bureau. Et la beauté de ce télétravail-là, c'est que ça a amené les gens à pouvoir, si l'entreprise permet cette flexibilité-là, de faire le travail quand c'est mieux pour eux. Si tu es une personne matinale qui est capable de faire un gros boost de travail entre 7 et 10 le matin, puis tu veux finir à 3 heures, puis ton travail est fait, bien, tant mieux. Beaucoup d'employeurs aussi ont offert la possibilité aux gens de travailler d'où ils voulaient dans le monde. Si c'était possible avec les fuseaux horaires, de s'arranger, etc., on a vu justement des employés commencer à demander ce genre de flexibilité-là. Puis-je travailler où et quand il me fait bon de faire. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a comme un côté positif et un côté plus négatif de cette barrière floue-là entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Autre surprise quand même, on a toujours assumé que la relation entre l'employeur passait beaucoup par la relation avec notre gestionnaire, ce qui est tout à fait normal. C'est la personne qui représente notre employeur à nos yeux, avec qui on interagit beaucoup plus que n'importe qui d'autre dans l'entreprise, peut-être à part nos collègues immédiats. Et 70 % des gens disent vouloir passer plus de temps avec leur gestionnaire. Ça démontre un besoin pour de l'attention et du support en continu. Et je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration ici, beaucoup de questions à se poser si on est gestionnaire ou si on est une équipe culture et talent qui a pour mission de supporter les gestionnaires. À quel point on encourage justement que les gestionnaires passent du temps de façon fréquente, récurrente avec leurs gens, mais du temps de qualité, où on a les vraies conversations qui font une différence. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, 40 % des gens, donc 4 personnes sur 10, n'ont pas de plan de développement qui favorise leur développement professionnel. Ça, pour moi, c'est choquant. Quand je combine ça avec la statistique qu'on vient de voir sur le feedback, les gens s'attendent à avoir des feedbacks plus fréquemment. Je trouve ça effrayant parce qu'on sait de par plusieurs études, mais aussi nos données, que l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent, mais aussi rejoignent une organisation, c'est pour les possibilités d'avancement et de développement. Bien, on a un sérieux problème si on n'a pas de plan, si on n'a pas d'objectif qui nous amène dans cette direction-là. C'est un facteur clé de la rétention.
Et finalement, avec le télétravail, c'est passé tellement de choses sont devenues invisibles. Les sentiments, les gens, les accomplissements, la fratrie, la camaraderie entre collègues, tout ça passe souvent inaperçu au gestionnaire qui n'est pas là dans les rencontres Teams ou dans les rencontres Zoom. Et donc, la reconnaissance a pris un sérieux coup, un mauvais coup, en fait, une mauvaise baisse avec la pandémie parce que tant de choses sont devenues invisibles. Beaucoup d'organisations n'ont pas pris le temps de regarder, de réexaminer la façon dont ils reconnaissent leurs employés, ce qui prend beaucoup de différentes formes. Et donc, ça laisse beaucoup de place à l'amélioration quand plus de 30% des gens ne sont pas satisfaits de la fréquence à laquelle ils reçoivent la reconnaissance. On ne parle même pas de la qualité ici, on parle juste de la fréquence. Bien, si je mentionne tout ça, c'est parce que je veux faire un sommaire, en fait, de ces nouvelles attentes-là. À quoi ça ressemble, le nouveau monde dans lequel on est? Puis si vous écoutez, vous faites partie d'entrevues parce que vous êtes un gestionnaire ou vous êtes un membre de l'équipe culture et talent ou RH qui a pour responsabilité le recrutement, j'apprends rien à personne ici quand je dis que les attentes ont fondamentalement changé. Les choses qui étaient, quand on demandait la fameuse question aux employés, à quoi tu t'attends dans cette job-là, qu'est-ce qui est important pour toi, ben on ne se fait plus nommer exactement les mêmes choses ou poser les mêmes questions qu'avant, c'est-à-dire il y a seulement 2-3 ans. Alors, pour faire un topo de tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Les nouvelles attentes des employés tournent autour de la flexibilité, comme j'ai dit. Flexibilité sur où je travaille et quand je peux travailler. Est-ce que je suis obligée de rentrer dans un cadre bien précis ou on me laisse l'autonomie, la flexibilité d'équilibrer différentes portions de ma vie puis adapter mes heures de travail? Une vie bien équilibrée où le travail est l'une des choses dans lesquelles on s'épanouit. Et évidemment, on cherche un employeur qui valorise ça, qui respecte ça, qui le promouvoit. Évidemment, tout le changement derrière ce qu'on a appelé en anglais le Great Resignation, la grande démission, est expliqué entre autres beaucoup par ça. La pandémie a amené beaucoup de gens à réfléchir et à reconsidérer le travail, la place du travail dans leur vie. On a vu énormément de changements de carrière. Et là, je ne parle pas évidemment des industries comme le voyage, le tourisme, l'hôtellerie qui a dû fermer pour des raisons évidentes. Beaucoup de gens ont pris cette opportunité-là pour évaluer ce qu'ils voulaient faire dans la vie et la place que le travail occupait. Et donc, on a vu un changement énorme à ce niveau-là où les cultures où on encourageait un peu le hustle, on travaille plus fort, on donne toujours plus. Beaucoup de gens se sont lassés de ça et voulaient avoir une vie beaucoup plus équilibrée. On s'attend aussi, parce que ça a pris un coup dur pendant la pandémie, ces connexions-là avec nos pairs, avec l'organisation, le sentiment d'appartenance, qui est l'une des métriques importantes dans l'engagement des employés, a pris un sérieux coup aussi. Bon, parce qu'on se sentait loin beaucoup de la culture, de la connexion qu'on sentait qu'on vivait avec notre employeur, la marque, la marque employeur, mais aussi la culture organisationnelle. A énormément diminué parce que cette connexion-là, en fait, la distance s'est vraiment créée. La connexion entre les collègues qui travaillent ensemble au jour le jour, ça va, c'est normal, on se voit sur les meeting Teams. Oui, on est tanné de se voir sur des meeting Teams. Maintenant qu'on a pu se déconfiner depuis un certain temps puis se revoir au travail ensemble physiquement, évidemment que ça aide, mais on a vu une énorme différence au niveau des connexions, de la qualité des relations inter-équipes. Jadis, on croisait ces gens-là au bureau, on savait ce qui se passait dans l'équipe des ventes, on était dans l'équipe de développement. Maintenant, on ne les voit plus, ces personnes-là, à moins qu'on soit très intentionnel dans la connexion. Et donc, les gens sont vraiment à la recherche de retrouver cette raison d'être, cette connexion avec la vision, la mission de l'organisation. C'est un énorme défi d'être capable de faire ça virtuellement ou en mode hybride, bref. Ensuite, je l'ai mentionné tout à l'heure, les gens s'attendent à des possibilités pour apprendre, grandir dans leur rôle, puis beaucoup de clarté sur le chemin pour y arriver. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour nos équipes RH, culture et talent, parce que ça implique qu'il faut avoir une cartographie de nos emplois, il faut avoir déterminé quelles sont les différentes compétences requises pour les différents rôles, puis avoir une stratégie de communication aussi, et aider nos gestionnaires à avoir ce genre de conversation-là et soutenir les membres de leurs équipes vers ce chemin-là. Enfin, la reconnaissance, je l'ai dit tout à l'heure, on n'en veut pas juste beaucoup et cette intensité-là va varier en fonction de l'individu et de ses préférences, mais on veut aussi qu'elle soit authentique et sincère.
Pas juste un good job, mais un good job, tu as fait ceci, ça a eu tel impact, c'était aligné avec telle valeur de l'entreprise. Et finalement, on s'attend à beaucoup plus d'attention et de soutien de son gestionnaire qui est bienveillant. Pas juste n'importe quel type de gestionnaire, quelqu'un qui a à cœur notre bien-être. Alors, c'est le topo. Ça sonne comme une longue liste d'épiceries. C'est peut-être épeurant, mais c'est stimulant parce que moi, je vois une saine évolution de la relation avec le travail là-dedans. Puis des organisations qui sont maintenant forcées, s'ils ne l'étaient pas déjà, à se concentrer sur l'humain et à s'assurer que ce travail-là n'est pas seulement mécanique ou que les seuls objectifs à atteindre sont de la productivité, des profits, de la rentabilité. On a vraiment fait de la place à des environnements qui sont davantage humains, qui considèrent, en anglais on dit the whole self, la personne au complet qui arrive au travail. On s'est donné beaucoup d'espace de parler de choses qui étaient jadis tabous au travail, comme la santé mentale. Fait que moi, je ressors de ça avec beaucoup d'apprentissage, d'avoir fait cette recherche-là, mais aussi beaucoup d'espoir pour le futur du monde du travail. J'espère que vous partagez ma vision. Alors, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis une passionnée de l'engagement. En fait, c'est un anglicisme. Le mot engagement n'existe pas. Il est communément reconnu, dans le fond, de toute manière dans le milieu, mais c'est un terme emprunté à l'anglais qui est Employee Engagement. En français, la bonne traduction, c'est mobilisation des employés. C'est pas grave, tous les synonymes vont faire l'affaire. Fait qu'aujourd'hui, pour le bien de la cause, on va dire engagement. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça, l'engagement? Bien, la réponse est simple, en fait. Tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau des nouvelles attentes des employés vient toucher d'une manière ou d'une autre aux facteurs qui ont une importance dans la mobilisation, dans l'engagement d'une personne au travail. Fait que, probablement que si je demandais la question à l'audience, j'aurais autant de réponses que personne en train d'écouter cette conférence-là. Mais c'est bien correct parce qu'il n'y a pas une bonne définition, je pense, de qu'est-ce qu'est l'engagement. Ça varie. Si vous me demandez la mienne, bien, ça tourne autour de la qualité de la relation, parce que c'est ça, en fait, c'est une relation entre l'employeur et l'employé. Ça passe de plein de façons, mais c'est vraiment en anglais, on dit un commitment, cet attachement émotif-là qu'on a envers notre entreprise. C'est ce qui fait de nous un employé engagé. Mais j'aime bien l'axe relationnel de la chose. C'est-à-dire que l'engagement, c'est une science, c'est vraiment une science humaine qui vise à qualifier de façon quantitative et qualitative la nature de la relation entre un employé et l'organisation pour laquelle il travaille. Alors, comment on mesure ça, l'engagement? On n'a rien inventé de magique, évidemment, chez Office Vibe. On est beaucoup plus jeune que beaucoup d'organisations qui s'intéressent à cette science-là depuis des décennies maintenant. Probablement que les plus connus sont Gallup et Deloitte, Gartner aussi, qui est très actif dans ce domaine. Et il y a plein de façons de la mesurer, mais les facteurs reviennent pas mal toujours un peu à la même chose. Ça va juste différer un peu dans l'appellation. Alors, lorsque j'ai rejoint Office Vibe il y a 6 ans, mon premier mandat était vraiment d'aller prendre ce qu'on avait construit, qui était un outil quand même révolutionnaire à l'époque, parce que si on se rappelle, en 2015-2016, ce qui était largement utilisé comme outil dans les équipes RH, c'était un sondage annuel d'engagement, où on posait 100, 200, 350 questions à nos employés, une seule journée pour avoir un portrait sur cette journée-là de l'année. Puis, bien, je n'ai pas à vous apprendre les défauts de cette technique-là. Vous les connaissez tous déjà si vous êtes ici en train d'écouter ça. L'un des principaux problèmes qu'on avait, c'est qu'on tombait sur une journée de l'année. On avait une perception sur une journée où il a pu se passer plein d'affaires. On a pu se chicaner avec notre boss, on a pu avoir un terrible projet avec nos collègues, ou on a peut-être eu notre révision annuelle la veille, puis on n'est pas content avec le montant d'augmentation. C'est pour ça que sont arrivés les sondages éclairs, ou en anglais on dit Pulse Survey, pour mesurer l'engagement d'une façon beaucoup plus continue dans le temps, pour avoir une vue d'ensemble sur les variations de semaine en semaine ou de mois en mois. Et donc, tout ça pour dire, on s'est basé sur la science et mon premier projet ici, quand je suis arrivée, a été vraiment de valider scientifiquement le modèle derrière la mesure de l'engagement d'Office Vibe. On est allé confronter nos questions, nos métriques et nos sous-métriques, synonyme de facteurs d'engagement, si vous voulez, avec la littérature pour s'assurer qu'on mesurait la bonne chose de la bonne manière. Et on a eu une certification avec Deloitte disant
crochet, c'est réglé, ça fait du sens ce que vous faites. Et donc, je vous présente ici à l'écran les 10 métriques d'engagement. Pourquoi on les appelle des métriques? En fait, c'est simple, c'est qu'on a voulu quantifier quelque chose de fondamentalement humain. On aurait pu les appeler des drivers, des facteurs, des éléments. On aurait pu trouver plein de synonymes. On aimait bien la notion de métrique parce que ça venait quantifier quelque chose qui était quand même difficile à quantifier. Alors, ça a été notre angle. Je vous les présente ici. On a le feedback. Donc, je n'ai pas à aller énormément dans le détail. Est-ce qu'on a un retour, que ce soit constructif ou positif, sur la qualité du travail qu'on accomplit, comment on l'accomplit? Ça vient à la fois de nos pairs, de nos collègues, de l'organisation. La croissance personnelle, je le disais tantôt, c'est le facteur numéro 1 cité lorsqu'une personne quitte son emploi. Pas d'opportunité d'avancer, je ne vois pas comment je peux avoir un futur, une carrière ici. Donc, à l'intérieur de croissance personnelle, on a 3 sous-leviers, 3 sous-métriques, qui sont l'autonomie, la maîtrise et la raison d'être. Est-ce que j'ai l'autonomie de décider, je comprends la destination, mais j'ai l'autonomie de décider comment je fais mon travail, je suis impliquée dans les décisions qui me concernent. C'est très fort. Ça a un impact très, 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 très fort sur l'engagement. En fait, c'est la métrique qui a le plus de poids dans la mesure de l'engagement avec l'outil OfficeBind. Ensuite, la maîtrise. Est-ce que je suis capable de mettre à profit mes forces dans mon rôle? Est-ce que j'ai la possibilité d'en avoir, d'en développer de nouvelles? Et la raison d'être. Est-ce que je comprends la raison pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je vois l'impact de mon travail? Ensuite, le sentiment d'appartenance, métrique que je mentionnais qui a pris un gros coup pendant la pandémie, c'est ce sentiment-là d'appartenir à quelque chose qui est plus grand, de me rallier à la cause, la mission de l'organisation, m'identifier et d'être fière de nommer l'organisation pour laquelle je travaille. Ensuite, on a les relations, 2 facteurs extrêmement importants dans la mobilisation d'un individu au travail, la relation avec le gestionnaire et la relation avec les pairs. Moi, je le vois un peu comme la fondation d'une maison, c'est-à-dire, si la fondation n'est pas là, on a beau mettre des murs, mais ça va s'écrouler. Les relations avec nos collègues et notre gestionnaire, c'est la même chose. Quand ces relations-là sont dysfonctionnelles ou non optimales, le reste ne compte pas vraiment, en fait. Puis quand on y pense, il y a d'énormes relations entre ces métriques-là et les autres. Par exemple, relations avec les collègues et le gestionnaire, touche directement le feedback, reconnaissance et croissance personnelle. C'est avec ces personnes-là qu'on évolue. C'est de nos collègues et nos gestionnaires qu'on reçoit de la reconnaissance et du feedback. Alors, vous comprendrez bien que quand les relations ne fonctionnent pas bien, le reste non plus. Ensuite, ma métrique préférée, métrique bonheur. C'est tellement facile d'associer l'engagement des employés juste au bonheur, mais en fait, c'est l'une des composantes. Pendant longtemps, on a dit c'était ça, l'employé engagé son employé heureux. Il y a beaucoup plus que ça, mais ça en fait partie. Donc, est-ce que j'ai de l'énergie en accomplissant mon travail? Est-ce que ça me motive? Est-ce que ça me booste, comme on dit? Est-ce que je ressens un sentiment d'accomplissement avec le travail que je fais ou finalement ça va dans le vide puis je pourrais faire n'importe quoi d'autre, ça ne changerait rien? Et on a aussi dans cette métrique-là l'équilibre travail-famille, le travail-vie personnelle. Donc, est-ce que je sens justement que je suis capable d'équilibrer les deux puis me sentir bien à travers ça? Je me sens soutenue quand je vis des enjeux personnels par mon organisation, par mon équipe. Ensuite, la fameuse métrique complexe satisfaction où on y retrouve une panoplie de choses comme le sentiment d'équité. Est-ce que mon travail est évalué de façon équitable? Est-ce que je suis rémunérée de façon équitable? Est-ce que je suis traitée de façon équitable? Ensuite, mon rôle donc, dans l'organisation. Est-ce que je comprends comment mon travail individuel se connecte au travail et aux objectifs de mon équipe, du reste de l'organisation? Et finalement, dernière sous-métrique de cette grande métrique, environnement de travail. Donc, est-ce que j'ai la flexibilité et le contexte ou l'environnement de travail qui me permet d'être à mon meilleur? Est-ce que j'ai tous les outils pour accomplir mon travail? Est-ce que je suis capable de travailler libre de distraction, par exemple? Ensuite, métrique bien impactée, évidemment aussi dans les dernières années, le bien-être, ce qui contient le stress et la santé personnelle. Fait que toute cette notion-là de santé mentale s'y retrouve. Est-ce que je suis capable d'opérer dans mon rôle au quotidien en me sentant bien et soutenue? Et finalement, alignement, une autre métrique bien complexe qui regroupe l'alignement avec la vision, la mission de la compagnie, les valeurs. Est-ce que les valeurs qu'on promouvoit, qu'on encourage, qu'on valorise dans mon organisation sont alignées avec les miennes?
Et finalement, éthique et responsabilité sociale. Alors, est-ce que j'ai un regard favorable sur la façon dont mon organisation intervient dans la société? Fait qu'on retrouve toutes les notions de diversité, inclusion, impact dans la société, responsabilité sociale dans cette métrique-là. Ça en fait du stock, hein? Mais ça donne vraiment un portrait de tous les facteurs qui peuvent toucher au quotidien la mobilisation d'un employé dans son travail. Alors, c'est bien beau tout ça, c'est une bien belle science, mais pourquoi c'est important? Bien, en fait, il faut le voir comme ça. À chaque jour, vos employés posent des actions, agissent, interagissent dans leur quotidien et ça a un impact sur leurs collègues et sur l'entreprise. Ça a aussi un impact sur vos clients. Beaucoup d'entreprises, en fait, toutes les entreprises ont des clients. Qu'on offre du service ou un produit, bien, ces gens-là, c'est vos représentants à la fin de la journée. Puis, bien, la mathématique, elle est simple. Quand un employé est heureux, bien engagé dans son travail, ça se traduit dans la façon dont il interagit avec les autres autour de lui. Donc, un vecteur de changement positif dans l'organisation, traînant les autres vers le haut au lieu de les amener vers le bas. Et donc, la façon dont une entreprise traite ses employés et dans la façon dont ces gens-là interagissent entre eux peut avoir un impact positif sur les actions et les décisions que ces personnes-là prennent au quotidien. Pensez-y, à chaque jour, chaque employé prend des dizaines de décisions dans son travail. Mais s'ils ne sont pas engagés, ils peuvent aussi mettre l'entreprise à risque. C'est vraiment vos représentants. Les recherches des dernières années, donc je me fie ici à Gallup, ont démontré qu'un employé engagé, c'est pas juste le fun, ça a des impacts positifs sur la santé financière d'une entreprise. Donc, cette personne-là qui est plus engagée, la science a prouvé, les données ont démontré que cette personne-là produit des meilleurs résultats que ses collègues qui ne sont pas engagés. Et ça, peu importe le secteur d'activité, la taille de l'entreprise ou le pays dans lequel on se trouve, que ce soit dans des bonnes ou dans des mauvaises situations économiques. Donc, il y a clairement un avantage d'affaires à avoir des employés engagés au travail. Pourtant, surprenamment, seulement 15% des employés dans le monde sont engagés. Ça, c'est effrayant. Fait que si on regarde, dans le fond, sur une ligne dans le temps, on aurait ici des employés engagés, au milieu des employés désengagés et des employés activement désengagés. Et ça, c'est épeurant parce que la masse, selon les études de Gallup, se situe au milieu, c'est-à-dire nos employés coup-ci, coup-ça, désengagés, engagés, comme pas trop sûrs de quelle part de la clôture aller. Et c'est là que je dressais tantôt le parallèle avec le pouvoir de ces employés engagés-là. Ceux qui sont engagés, là, on en a tous une personne, des personnes comme ça dans notre équipe, ils ont une énergie positive, ils veulent toujours aller plus loin, faire plus. Ils amènent les gens vers le positif. Ils élèvent les standards, en fait. Mais l'employé désengagé au milieu peut aller d'un côté comme de l'autre. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, on est souvent attiré des fois par le côté négatif. Et ces gens-là, activement désengagés, peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur l'environnement, le contexte de travail, le travail au jour le jour, bref. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce faible chiffre-là. Il devrait être beaucoup plus haut. Et sans employés engagés, bien, il n'y a pas d'engagement d'équipe. Puis quand il n'y a pas d'engagement d'équipe, ça rend l'atteinte des objectifs d'affaires, puis la réalisation de votre mission, de votre purpose dans la vie derrière votre entreprise, pas mal plus difficile. Donc, bref, ce que ça dit, c'est un employé engagé nous permet d'avoir des meilleurs résultats, comme je le disais tout à l'heure, mais d'atteindre nos objectifs. C'est quoi la meilleure façon de mesurer l'engagement? Bon, c'est sûr qu'on va prêcher pour notre paroisse. On a construit un produit à la base autour de ce principe-là complètement. Ça a été de prendre le pouls en continu, sans surprise, d'avoir cette lecture-là au jour le jour, de semaine en semaine, permet réellement de mieux mesurer l'engagement parce qu'on est capable d'aller saisir ces subtilités-là. Puis rappelez-vous, ce n'est pas une science mathématique là, ici, c'est une science humaine. Puis qui dit humain veut dire perception, sentiment, variation. C'est pour ça que c'est important de prendre le pouls en continu.
Et de ne pas le faire qu'avec des questions quantitatives, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderais-tu ton entreprise? C'est aussi vraiment important d'aller mesurer de façon qualitative. Et donc, c'est ce qu'on peut faire aussi avec Office Vibe. La majorité des questions du sondage étant quantitatives, avec une variété de différentes techniques pour rendre ça amusant et pas désengageant, jeu de mots voulu. C'est aussi important de poser quelques questions à développement pour aller chercher du feedback qualitatif. Donc, demander les fameuses questions « pourquoi » ou « qu'est-ce qui aiderait »,« qu'est-ce qui changerait »,« qu'est-ce qui affecte ceci ». Alors, c'est ce qu'on fait avec notre engin de questions qui permet à l'employé de répondre de façon anonyme ou non anonyme. Et la possibilité de répondre en mode anonyme, qu'est-ce que ça vient créer? Ça vient créer le fameux safe space, cet espace de sécurité psychologique où l'employé sent qu'il a non seulement une voix, mais pour les sujets plus sensibles, pour lesquels peut-être la confiance n'est pas complètement bâtie, ou il est nouveau, ou le gestionnaire est nouveau, ou ne sait pas trop c'est quoi l'approche ou l'importance que donne l'entreprise à la voix des employés, ça lui permet de pouvoir avoir un endroit où donner ce feedback-là en toute confiance. Et au gestionnaire de pouvoir répondre pour engager un dialogue en continu. Quand on a cette prise de pouls en continu-là, comme on voit sur l'écran avec différentes variations, bien, ça nous permet de comprendre les données par le biais de conversations en continu. Non seulement on a tout le temps des données, mais on a toujours du feedback qui roule, puis on est capable de... parce qu'une entreprise, évidemment, c'est pas statique, il se passe tout le temps quelque chose, il y a un nouveau programme, il y a une nouvelle nouvelle, un nouveau contexte économique, un nouveau produit, n'importe quoi. Bref, c'est un monde où le changement est la seule constante. On est capable de toujours prendre le pouls pour voir qu'est-ce qui affecte négativement ou positivement l'expérience employée. On peut aussi examiner nos données dans le temps puis leur donner un sens. Si on sait, par exemple, qu'on a fermé une division ou on a obligé nos employés à revenir 3 jours par semaine en présentiel au bureau, on est capable de voir rapidement, au lieu d'une fois par année sur un portrait où l'effet va être dilué, à chaque semaine, qu'est-ce qui se passe? Quels leviers d'engagement sont affectés plus que d'autres par nos décisions? Et évidemment, on peut corréler certaines variations avec, comme je viens de le dire, certains événements dans l'entreprise ou dans l'environnement avec d'autres données. Par exemple, corréler avec nos données de performance. C'est un exemple. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'importance des équipes de culture et talent ou d'RH, peu importe comment vous les appelez chez vous. J'ai peu parlé du rôle du gestionnaire, en tout cas, bref, à mon sens. Alors, j'aimerais y revenir rapidement pour vraiment insister sur un point. Selon une étude, encore une fois, de Gallup, vous voyez, c'est mes préférés, 70% de la variation dans l'engagement est attribuable avec la relation qu'on a avec notre gestionnaire. Donc, ce que ça vient nous dire ici, c'est que ces pauvres personnes-là, qui sont les gestionnaires, en ont beaucoup sur leur liste de choses à faire. Hein, de s'occuper de leurs gens, de veiller à leur donner du feedback, à les supporter dans leur carrière, c'est souvent pas la seule chose qu'ils vont faire dans une journée. Moi, j'ai vu pendant mes recherches des gestionnaires qui me partageaient leur calendrier puis qui me disaient, je n'en reviens pas, j'ai littéralement sur une semaine de 40 heures, 30 minutes de disponible. Mes heures de lunch sont bookées, j'arrête pas, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Ces pauvres gens-là ont énormément de poids sur leurs épaules. Puis en fait, la responsabilité la plus importante qu'ils ont, c'est de veiller sur leurs gens. Et donc, je soulignais l'importance de leur rôle, mais aussi l'importance de pas trop en mettre sur leurs épaules, ou en fait, en mettre, mais les aider, faire tout ce qu'on peut faire comme équipe culture et talent pour les outiller, ces personnes-là. Puis on le sait, hein, on en a, là, je vous vois penser, j'imagine, vous avez en tête des visages et des noms qui vous viennent. On a des gens qui sont des naturels, qui sont juste bons, sont empathiques, sont bienveillants, ils sont capables de pousser, de conseiller, de coacher. Là, tu sais, la posture de coach, ils l'adoptent naturellement avec leurs gens. D'autres sont moins bons, ont besoin de développer leurs aptitudes pour devenir vraiment réellement de bons gestionnaires. Puis c'est ces gens-là qu'il faut aller soutenir quand on est dans notre équipe culture et talent parce que cette statistique-là est importante. Vos gestionnaires ont un rôle tellement important et le rôle des RH, dans ma vue à moi, c'est vraiment d'aller soutenir ces personnes-là qui ont un impact énorme sur l'expérience employée. Alors, on vient à notre bout de présentation le plus intéressant, je pense. Comment on bâtit une expérience employée remarquable?
Souvent, on me présente ça comme une recette magique investie dans dans tel avantage social, dans tel perk. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas beaucoup d'impact, en mon sens à moi, dans le sens où, oui, la base doit être en place, on doit être capable de se différencier, d'avoir une marque employeur intéressante, une proposition de valeur pertinente à offrir à nos employés, mais il n'y a pas une expérience employée qui est pareille d'une entreprise à l'autre. Elle vous ressemble, elle est proche de votre ADN et les gens vont vous choisir pour, à la fin de la journée, vos valeurs, vos croyances, la chose que vous voulez mettre de l'avant. Ça s'attache souvent beaucoup à une culture. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on a écrit un magazine qui est super intéressant, je vais vous donner le lien à la fin de la présentation, qui parle de ça, de la culture. Puis il y a une culture qui n'est pas imposée par les dirigeants ou des belles valeurs écrites sur les murs, mais vraiment une culture qui est générée par vos gens, pour vos gens. C'est un peu de ça que je vais vous parler aussi avec le reste du contenu. Alors, quand on retourne au tout début de ma présentation, je vous présentais un peu les changements dans les attentes des employés. J'ai beaucoup parlé d'objectifs clairs, de gens qui voulaient avoir un début, des objectifs plus précis, tant au niveau de leur performance, donc qu'est-ce qui est attendu de moi au quotidien, mais aussi quels objectifs de développement je peux fixer avec mon gestionnaire pour avancer, me développer de nouvelles forces, de nouvelles compétences, évoluer dans mon rôle dans l'entreprise. Et donc, l'une de ces métriques-là, c'est l'alignement et les objectifs. Puis, j'ai envie de vous inviter à vous poser quelques questions pour évaluer justement votre expérience employée, parce que c'est un facteur énorme dans l'engagement de vos gens. Alors, est-ce que votre cadre de travail permet d'établir des objectifs de performance clairs? C'est quoi votre mécanique? Comment vous soutenez vos gestionnaires et vous outillez vos employés à définir des objectifs de performance clairs? Est-ce que c'est flou? Genre, c'est quelque chose qu'on définit au début de l'année pour pouvoir évaluer la performance à la fin de l'année, puis finalement, on ne se souvient même plus qu'on avait écrit cet objectif-là, il est plus pertinent. Est-ce que vos équipes savent de quelle façon elles contribuent aux objectifs individuels d'équipe et à l'échelle de l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une connexion claire, mais surtout une transparence qui rend visible le lien entre mes objectifs personnels, comment ces objectifs-là se rattachent aux objectifs de l'équipe et comment ces objectifs-là se rattachent aux objectifs de l'organisation? Est-ce qu'il y a une suite logique? Et donc, si je suis une personne sur 350, est-ce que je comprends comment mon travail a de l'impact sur ce qu'on essaie d'accomplir comme groupe? Alors, c'est très intéressant de pouvoir répondre à cette question-là avec certitude. Je pense qu'un 100% n'existe pas. Mais je vous invite à regarder c'est quoi les mécanismes ou les outils ou la communication que vous avez en place pour rendre ce lien clair-là, parce qu'il y a un lien vraiment très profond et direct sur l'engagement de vos gens. Est-ce que vous encouragez les membres de vos équipes à s'impliquer dans la définition de leurs objectifs d'avancement? Je partage une petite anecdote personnelle. Pendant longtemps, je disais, ça serait cool si on pouvait faire ci ou ça ici chez Office Vibe. Et j'attendais tout le temps, on dirait que mon gestionnaire m'offre la possibilité. Et un jour, un nouveau gestionnaire qui est arrivé m'a dit, j'aimerais ça que tu rentres dans Office Vibe, t'écrives dans Office Vibe, c'est quoi pour toi, selon toi, tes objectifs en ce moment? J'ai été complètement déstabilisée, parce que c'est la première fois qu'on m'invitait à faire ça. J'étais toujours habituée d'avoir un objectif qui était comme, des fois on s'alignait, mais surtout qui m'était donné par mon gestionnaire. C'était pour la première fois aussi, j'avais toujours roulé dans le siège du passager dans l'auto, puis c'est quoi on me disait, non, c'est toi qui conduis. Mais je n'avais pas appris, on ne m'avait pas donné de cours de conduite, je n'avais jamais marqué derrière un volant de ma vie. Je me sentais vraiment déstabilisée. Et je me suis rendu compte qu'écrire un objectif, c'est vraiment difficile. Surtout de le rendre spécifique, mesurable, clair dans le temps, avec des mesures de succès. C'est vraiment un exercice très, très complet. J'ai eu beaucoup d'empathie pour mon gestionnaire, tous mes gestionnaires par le passé qu'ils avaient écrit pour moi. Je me rendais compte que c'était pas mal plus difficile que je pensais. Mais c'est fou le sentiment que ça m'a donné parce que je me suis donné la légitimité d'atteindre des objectifs que je voulais depuis longtemps. Fait qu'à place de me fâcher et d'être un peu désengagée, en fait, en me disant « on ne fera jamais ça, mon Dieu qu'on ne fait pas ça », j'ai décidé finalement de le faire. Puis, à mon grand bonheur, mon gestionnaire a dit « parfait, je trouve que ton objectif est super bon, il manque ceci ici ». Puis ensuite, sa question suivante a été « comment je peux t'aider à atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que tu as besoin que je t'enlève comme bloquant pour pouvoir le réaliser? » Et je ne vous cacherai pas que ça a vraiment
donner un gros coup par en haut à mon engagement. Fin de la parenthèse. Ensuite, est-ce que vous établissez, suivez et rendez compte des objectifs? C'est-à-dire, comme je le disais tantôt, souvent, on établit des objectifs en début d'année. Peut-être qu'on y revient au milieu de l'année, dans un mid-year, dans une revue de mi-année, mais souvent, on n'y revient pas. Si on veut que ces objectifs-là soient atteints, évidemment, il faut en parler souvent. Donc, est-ce que ça fait partie, par exemple, de communication que vous avez dans vos réunions globales à toute l'entreprise, dans les réunions d'équipe? Est-ce qu'on en parle des objectifs? Est-ce qu'on dit ça va super bien, celui-là est vert, celui-là, oh, il est à risque, il est jaune, on a tel bloquant, ou celui-là, il est rouge? Ou même, on avait établi un objectif, on est rendu au troisième quart de l'année, ce ne sera pas atteignable, ça fait plus de sens, le contexte a changé, on doit enlever cet objectif-là et le remplacer par un autre. Bref, est-ce qu'il y a une transparence dans cette communication-là? Est-ce qu'il y a une ouverture à communiquer comment ça va? Puis au niveau individuel, est-ce que ça fait partie des discussions, des rencontres individuelles, des one-on-one entre le gestionnaire et l'employé? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on demande comment ça va? Tu fais des progrès? Es-tu bloqué? Bref, si on veut qu'il soit atteint, il faut en parler. Et quels sont les outils que vous avez en place pour simplifier cette procédure? Bon, évidemment qu'on a un module qui vous permet de gérer, une fonctionnalité qui vous permet de gérer, de storer, de discuter de vos objectifs dans Office Vibe, qui donne beaucoup de liberté aussi à vos membres de l'équipe pour les définir, si vous êtes rendu là, mais d'en parler aussi en continu à travers notre fonctionnalité de rencontre individuelle dans Office Vibe. Alors, examinez vos outils. Est-ce que les gens les utilisent? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ou finalement, c'est géré dans un système où on ne se rappelle même plus notre mot de passe puis notre nom d'utilisateur. Ça fait partie de vos outils quotidiens. Ça peut avoir un énorme impact en expérience employée que ces outils-là fassent partie du quotidien de vos gens. Une autre des métriques dont on a beaucoup parlé tantôt, hein, je l'ai montré dans la statistique, la reconnaissance, ça a été un énorme besoin. En fait, dans nos études, j'ai fait plusieurs entrevues avec des gestionnaires et des employés où on a parlé de leurs besoins, qu'est-ce qui avait changé depuis la pandémie, quelles étaient leurs nouvelles attentes. Et la reconnaissance, c'était énorme, ça ressortait partout. On dirait, tu sais, ce que j'entendais, c'est mon gestionnaire entendre parler de moi ou j'entends parler de lui juste quand ça va mal. Les bons coups, on les souligne plus, on ne se partage plus ce qui se passe d'une équipe à l'autre. Alors, une autre des choses, je pense, un quick win vraiment au niveau de votre expérience employée, c'est de réexaminer ce que vous faites autour de la reconnaissance. À quelle fréquence vous en donnez puis vous en recevez? Puis, posez pas juste la question à vous, entre gestionnaire ou entre professionnels RH, demandez la question à vos employés. C'est super puissant. Ou utilisez Office Vibe, on va le demander pour vous. Puis on va vous donner les données après. Est-ce que c'est présenté d'une façon qui vous convient? C'est-à-dire, est-ce que l'outil ou la façon dont c'est communiqué, la reconnaissance, que ce soit dans les rencontres d'équipe, dans un channel Slack, par exemple, si vous utilisez Slack ou sur votre intranet, est-ce que ça convient? Est-ce que c'est un moyen de communication qui est utilisé par vos gens ou il y a comme 10% des gens qui y ont accès et qui les regardent vraiment? Est-ce que cette reconnaissance-là est perçue comme sincère et authentique? Est-ce qu'on est dans le traditionnel good job ou on est vraiment dans un message ou une attention particulière où on explique à la personne qu'est-ce qu'elle a fait, quel impact ça a eu sur nous? Et très bonne question après l'avant-dernière. Est-ce que vos programmes de reconnaissance renforcent vos valeurs? Fait que ça, c'est une super belle façon concrète de prendre ce qui est normalement affiché sur les murs de notre organisation, sur la page carrière de notre site web, puis les rendre concrètes. Puis, en fait, c'est l'une des choses derrière la nouvelle fonctionnalité qu'on a construite rapidement après avoir fait ces constats de recherche-là autour du manque de reconnaissance. On l'a appelé « Bonnes Vibes », en anglais « Good Vibes ». C'est vraiment une fonctionnalité qui a été lancée, qui a eu un succès énorme auprès de nos clients. C'est fou, vraiment, l'engouement que ça a créé. Puis, la fréquence à laquelle c'est utilisé, mais le feedback qu'on a eu de nos clients autour de cette feature-là, je pense, vient confirmer à quel point c'était un besoin pour les gens. Je pense que la recherche ne nous a pas trompés là-dessus. Ça a frappé fort, puis même moi, personnellement, ça m'a complètement... ça a transformé beaucoup mon niveau de satisfaction par rapport à cette métrique-là. Personnellement, la reconnaissance, c'est un levier super important. Puis depuis ce temps-là, depuis l'avènement de Good Vibes, ça a vraiment tout changé.
Et donc, j'en parle parce que dans la fonctionnalité, vous avez une possibilité, au-delà des cartes que vous propose OfficeWeb pour envoyer de la reconnaissance à quelqu'un dans votre équipe, vous pouvez aussi créer des cartes qui sont alignées avec vos valeurs d'entreprise. Ça, c'est une super belle façon de prendre une valeur comme la bienveillance et dire, OK, en comportement, qu'est-ce qu'une personne bienveillante? Elle ressemble à quoi? Elle agit comment? Et à créer des cartes qui viennent souligner ou proposer aux membres de votre équipe de reconnaître une autre personne pour avoir démontré ce comportement-là. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça permet à vos valeurs de prendre une vie. C'est vraiment le fun parce que vous êtes capable de voir à l'intérieur de vos entreprises en analysant quelles cartes sont et quelles valeurs sont utilisées pour se reconnaître entre nous. Quels sont vos champions? Qui sont vos champions? Qui sont vos futurs leaders? Qui incarnent vraiment ce qui est valorisé dans votre entreprise? Et finalement, est-ce que vos pratiques actuelles de reconnaissance sont alignées avec les besoins et les préférences de vos employés? On le sait, là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la même fréquence de reconnaissance. Les besoins sont différents pour chacun. Les préférences aussi. Certains ont une peur bleue d'être reconnus en public, préfèrent une reconnaissance très intime, très privée, très authentique, venant de leur père, par exemple. Certains sont très intimidés quand, par exemple, le DG de la compagnie les reconnaît. Alors, il faut s'adapter, il faut les comprendre, ces préférences-là, pour pouvoir offrir quelque chose qui rend tout le monde à l'aise. Alors, voilà 2 beaux leviers sur lesquels vous pouvez agir, l'alignement, les objectifs et la reconnaissance pour vraiment avoir un impact rapide. Je vous invite vraiment à examiner ces 2 mécanismes-là rapidement dans vos entreprises. Ça va avoir quand même un impact significatif. Pourquoi? Bien, si on retourne au début, on l'a vu, c'est 2 des plus importantes attentes de vos employés. Si vous êtes capable de maîtriser ces 2-là, au moins de faire un bout de chemin pour améliorer, vous allez le voir, l'impact sur l'engagement de vos gens va être instantané. Si on prend le tout au sens plus large, bien, je vous invite aussi, l'équipe Culture et Talent, à faire vos recherches pour vraiment examiner l'expérience employée dans son ensemble. Là, on a vu 2 composantes bien particulières, mais dans l'ensemble, comment ça se passe? Bien, sans surprise que je vais vous recommander d'écouter vos employés de façon plus attentive pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. C'est quoi les moments de leur expérience employée qui font vraiment une différence. Lesquels sont des points forts, puis lesquels sont des points faibles. Quand vous créez un environnement sain, où est-ce que vous avez ce genre de discussion-là, où vous accueillez ce genre de feedback-là, c'est là que vous allez être capable d'évaluer si vos programmes puis votre expérience employée est vraiment efficace. Bref, est-ce que l'expérience employée qui est vécue sur le terrain par vos gens, qui est ressentie, parce qu'une expérience, c'est beaucoup quelque chose qu'on sent, qu'on perçoit, bien, une fois que vous aurez examiné comment ça se passe sur votre terrain, est-ce qu'en fait, elle rejoint votre vision de ce que ça devrait être? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écart entre votre expérience employée réelle et celle que vous ciblez? Puis ça, vous pouvez juste le savoir en faisant vos recherches. Évidemment qu'un outil comme OfficeWeb va vous donner un pouls général quant à l'engagement au sein de vos équipes, mais vous allez aussi avoir la possibilité de faire des sondages plus approfondis pour poser des questions encore plus précises avec la fonction de questionnaire personnalisé. Donc ça, ce n'est pas des questions qui sont rédigées par OfficeWeb pour mesurer l'engagement. C'est vraiment votre façon, votre outil pour aller poser des questions sur des enjeux, des thèmes précis, comme celui-là. Mesurer l'engagement des employés. On a plein de gabarits pour vous aider, mais vous avez la possibilité d'ajouter, enlever, modifier des questions pour aller vraiment chercher les points de données qui vous seraient utiles pour faire votre recherche. Fait que je vous mets à l'écran des petits exemples de questions que vous pourriez poser à vos gens. Puis encore là, si vous n'utilisez pas OfficeWeb, vous pouvez faire ça avec des entrevues, j'aime mieux le dire en anglais, des stay interviews, que vous connaissez probablement tous. Vous pouvez prendre un échantillon de vos gens et leur poser ces questions-là. Vous pouvez demander aux gestionnaires de poser quelques-unes de ces questions-là dans leur one-on-one. Bref, ramassez vos données, puis ça va vous permettre de faire une analyse, puis d'essayer de pouvoir comprendre l'écart entre l'expérience vécue et l'expérience souhaitée. Quelques questions que vous pourriez poser. Quel facteur joue un rôle important dans ta décision de continuer à travailler avec nous? Ce que ça va vous permettre de voir, c'est quoi les drivers, c'est quoi les facteurs qui influencent
positivement la décision de rester dans l'organisation. Qu'est-ce qui est important pour vos gens? Qu'est-ce qui nous différencie des autres employeurs? Ça va vous permettre d'isoler votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui est unique à vous? Comprendre les signes distinctifs qui font de votre organisation ce qu'elle est, ce qui la rend différente des autres. C'est des facteurs de rétention. Quelles sont les 2 qualités nécessaires pour réussir chez nous? Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre la perception des comportements qui sont valorisés dans notre entreprise. Puis, c'est vraiment intéressant de comparer ce que les gens pensent versus ce qu'on pense qui est nécessaire chez nous. Ça peut vous donner vraiment matière à réflexion très, très, très intéressante. Et bon, ça, c'est plein de façons différentes de poser un peu la même question, mais si vous envisageriez rejoindre une autre entreprise pour des conditions de rémunération similaires à la nôtre, quels sont 3 facteurs qui vous inciteraient à rester avec nous? C'est une variante de la première question. Amusez-vous, jouez avec ces questions-là, mais posez-les. Vous seriez vraiment surpris de ce que vous allez apprendre. Bon, là, cette image-là fait peur, mais je vais juste vous démontrer un petit peu visuellement, en fait, parce que je vous parle depuis tout à l'heure de faire vos recherches, d'aller chercher vos points de données, puis de mesurer vraiment l'expérience vécue et la comparer à l'expérience souhaitée. C'est un exercice qu'on a fait ici chez G-Soft, la grande compagnie dans laquelle vit Office Vibe comme produit. Notre expérience cible chez Office Vibe. Fait qu'on a regardé vraiment attentivement 5 moments importants de l'onboarding au départ. Donc, on a pris tout le cycle de vie de nos employés. On est allé analyser quels sont les outils, quelles sont les interactions, quels sont les collaborateurs, quels sont les sentiments à chaque étape de ce journey-là, de cette expérience-là, pour aller comparer qu'est-ce qui est vécu, qu'est-ce que nos gens disent, comment ils ont répondu aux questions qu'on vient de voir dans les différents moments, versus qu'est-ce qu'on souhaiterait que ce soit comme expérience. Ce que ça nous a permis de faire, c'est d'identifier tous les écarts ou tous les endroits, tous les moments où l'expérience qui était vécue n'était pas celle qu'on souhaitait que nos employés vivent. Et après, on a pu mettre en place plein de mesures, plein de programmes, plein d'initiatives pour y arriver. On a pu comprendre, bref, qu'est-ce qu'on devait changer pour arriver à avoir l'expérience qu'on souhaitait offrir à nos gens. Et on a compris c'était quoi les moments forts, quels étaient les moments faibles, où est-ce qu'on a fait des faux pas qui ont mené les gens peut-être à rester pas mal moins longtemps qu'ils l'auraient si on avait eu en place l'expérience qu'on souhaitait leur offrir. Alors, les métriques de l'engagement, mais pourquoi j'y reviens? Parce que c'est la fondation de tout. C'est comme ça qu'on mesure l'engagement de nos gens. Ça a une énorme influence sur notre expérience employée. Alors, je voulais les remettre à l'écran juste pour que vous voyez l'importance, encore une fois, de tous ces facteurs-là, puis de prendre le pouls sur chacun de ces éléments-là en continu. Alors, rapidement, c'est super beau là, de pouvoir avoir cette vue-là, avoir nos données, comprendre, avoir un portrait complet de ce qui se passe, mais mesurer quelque chose et jamais prendre action, c'est presque aussi pire que de ne pas l'avoir mesuré au début. Alors, je dis toujours ça. Mettre en place un outil comme Office Vibe vient pas juste avec le fait de mesurer puis analyser ces données-là. Il faut prendre action sur ces informations-là. Et donc, on a développé un petit concept que j'aime toujours affectueusement appeler la méthodologie Office Vibe. Et donc, ce qu'on recommande vraiment, vous les voyez ici à l'écran, c'est une prise de pouls des conversations en continu. Les sondages d'éclair vont vous permettre de faire ça au niveau de l'engagement. Après, on fait des suivis pour discuter de ces données d'engagement-là, de parler des objectifs à travers les rencontres individuelles. J'en ai beaucoup parlé, là, mais c'est un outil hyper puissant pour les gestionnaires pour parler de ce qui va bien dans l'expérience employée, ce qui ne va pas bien, quels facteurs d'engagement sont satisfaits ou insatisfaits pour chacun de nos employés, vers où il peut s'en aller, c'est quoi les possibilités d'avancement, donc agir sur la croissance personnelle. On recommande aussi des conversations au-delà des one-on-one qui sont plus opérationnels, plus day-to-day, comme on dit. On recommande aussi d'avoir des conversations aux 3 à 6 mois sur le rôle de l'individu. Donc, est-ce que ton rôle est clair? Les attentes sont-ils claires? Tes objectifs sont-ils clairs? Puis avoir une conversation sur le développement personnel et professionnel de l'individu de 4 à 2 à 3 fois non, j'ai mal dit 3 à 6 mois. Donc, 2 à 4 fois par année. Bon, excusez, je me sens enfargée un peu sur celui-là.
Et on vous invite aussi à encourager vos gens à faire des réflexions puis des rétrospectives annuelles. On a beaucoup de littérature qui disait de ne plus faire de revues annuelles puis de faire que place aux évaluations, aux discussions en continu. Moi, j'ai pour mon dire qu'il y a place pour les deux. Dans le sens où, si on fait des suivis fréquents, on se donne du feedback fréquent, on parle de performance d'objectifs quand même souvent, plusieurs fois par année, il reste toujours place à une conversation annuelle où on prend un recul, on regarde les choses avec un peu plus de perspective. Ça peut être vachement intéressant aussi. Et je passe rapidement sur le feedback et reconnaissance. J'en ai beaucoup parlé, mais en fait, je suis allée dans le détail de ce que vous pouvez faire sur ces deux leviers-là. Alors, n'hésitez pas à revenir à la présentation après pour plus de détails. Alors, ça nous amène à notre conclusion. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous a fait réfléchir à plusieurs éléments autour de votre expérience employée, puis que ça vous donne des outils concrets pour prendre action, pour améliorer votre expérience employée. J'ai mis plusieurs liens utiles ici. Donc, officevibe.com, notre site web. Vous pouvez voir en détail les différentes fonctionnalités qu'on a. Accès aussi à notre blog qui contient panoplie de ressources, de webinaires, de contenus et de guides pour lire sur ce sujet passionnant qui est l'expérience employée et l'engagement. Vous pouvez aussi essayer la version gratuite d'OfficeVibe. L'essayer tant qu'à moi, c'est l'adopter. Vous allez voir rapidement le pouvoir derrière cet outil-là qui est super intéressant. Vous pouvez demander une démo d'OfficeVibe si vous souhaitez pour le voir en action, quelqu'un qui va vous l'expliquer, vous présenter les différentes fonctionnalités. J'allais mentionner aussi plus tôt, on a écrit un super magazine que vous voyez ici sur l'importance de la culture d'entreprise et comment la générer avec et pour nos gens. Le rapport de données, j'en ai énormément parlé au début quand je vous ai présenté le changement dans les attentes des employés, les différentes statistiques. Alors, ça va beaucoup plus en profondeur que je l'ai fait aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une mine d'or d'informations, ce rapport-là. Et finalement, si vous êtes en considération d'acheter un outil comme OfficeVibe, que ce soit OfficeVibe ou n'importe quel autre outil qui vous permet d'avoir le pouls sur vos gens, on a vraiment, mon équipe a vraiment travaillé à faire un super beau guide qui vous invite à vous poser des questions sur vos besoins, les objectifs que vous voulez atteindre en utilisant un outil comme celui-là pour vous permettre de vraiment faire le bon choix. Alors voilà, merci énormément d'avoir écouté cette présentation. Je vous invite à me contacter ou à me suivre sur LinkedIn ou à vous rendre sur le site d'OfficeVibe pour toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci!